Bonjour le Philippe. Bonjour Sam. Le Philippe, grande gagnante de la saison 3 de Drag Race France. Incroyable. Ouais, qui le cru? Ouais. Incroyable, mais peut-être pas tant que ça. Mais si, pour moi, parce que je ne m'y attendais pas. Et je pense que j'y suis allé un peu en sachant que j'allais pas gagner. Enfin, je sais pas, dans ma tête, c'était un peu genre, bon, c'est très bien si t'arrives à la finale. Et donc, ouais, moi, j'étais super surprise, quoi. Beaucoup de personnes, Philippe, qui ne connaissent pas le milieu du drag, me disent, mais comment est-ce que je dois les genrer? Est-ce que je dois dire il? Est-ce que je dois dire elle? Et ce qui est intéressant et marrant dans ton nom de scène, le Philippe, c'est que toi, tu l'as genré au masculin, le Philippe. Oui, ouais, j'aimais. Alors, c'est aussi un accident heureux, mais comme toute ma vie, en fait, j'ai l'impression. Mais en fait, à la base, je m'appelais Alma Palma. Et les drag queens m'aimaient pas trop dans les backstage à l'époque. Et il y avait, en fait, m'aimaient pas trop, c'est un peu fort, mais pour me taquiner, en gros, ils ont commencé à me présenter comme le Philippe. Comme le Philippe qui a pris une trace dans le backstage, comme le Philippe qui a pécho ton ex, comme le Philippe qui a, tu vois. Et du coup, c'est resté. C'est le Philippe qui fout la merde. Le Philippe qui a pris quoi dans les backstage? Oui, à une époque, j'étais très friande de substances illicites. Mais t'en avais parlé dans Drag Race, justement. Oui, carrément. Ah bah oui. De tes addictions. En fait, c'était impossible pour moi d'aller dans Drag Race sans être franche à ce sujet, parce que c'est très présent dans la nuit. Et aussi, je savais que j'avais une sacrée bande de copines en Croatie, aux Pays-Bas et en France qui me connaissent, et de passer là, qui me connaissent et qui savent que c'était une grande partie de ma vie. Bah, je voulais pas être malhonnête, quoi. On va en parler. Pour être très honnête, il est hyper important de dire que le discours que tu as n'est pas du tout encourageant pour ce type de pratique. Totalement, mais non. C'est une histoire personnelle de laquelle tu t'es détaché aujourd'hui. Et bravo pour ça. Merci. Et on pourra en parler. Et justement, c'est pas un sujet qu'il faut tabouiser, et exactement, on ne le tabouisera pas. Ouais. Comment t'es passé, Philippe, de refuser, de ce que je sais, la première saison de Drag Race qui t'avait été proposée, à ne pas être tenu pour la saison 2 et à gagner en saison 3? C'était... je pense que la première année, en fait, je me suis un peu... En fait, j'étais juste heureux de voir des copines, parce que je savais qu'il y allait y avoir beaucoup de copines que je connais depuis longtemps dans l'émission, donc j'étais juste très excité. La deuxième, c'était un peu plus difficile. La deuxième, j'étais en mode, oula, tu commences à te remettre en question, tu commences un peu tu planes, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis parti dans des angoisses et des paranoïas, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. En fait, c'est juste un job aussi. Donc bon. Mais on est comme ça. Et puis, et dans la troisième, en fait, j'étais refusé aussi initialement. Et il y a eu un remaniement dans le casting. Et voilà, on m'a appelé. J'étais censé faire mon dernier booking à Lyon. J'étais à Lyon, on travaillait au sucre. Et j'étais en train de me préparer. J'ai un appel et je pensais que c'était le taxi, quoi, pour me ramener au booking, quoi. Et en fait, non, c'était la production. Et en mode, en fait, t'es chaud. Mais comment tu l'expliques? Comment t'expliques que t'es refusé en saison 2, refusé en saison 3 pour au final gagner la saison 3? Je pense que c'est très compliqué d'écrire ce genre d'émission. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires. Chaque personnage, chaque drag queen ramène aussi des histoires ses propres histoires, quoi. D'intensité différente et d'importance différente. Et donc, en fait, ils essayent de non seulement donner un drag show, mais aussi de donner des vraies histoires d'humains, quoi. Et en fait, parfois, on a envie de... Enfin, je sais pas, je suis pas écrivain, mais je pense que c'est ça. C'est qu'ils ont dû... Ils nous volent toutes, de toute façon. Hein. C'est ce qu'ils répètent tout le temps, et je leur crois, parce qu'ils ont vraiment, toute la team de Drag Race a un vrai profond amour pour le drag, et pour la télé, et pour son public. Et donc, ils font des choix impossibles parfois, quoi. Donc, elle aurait ressemblé à quoi, ta vie? Je sais pas si tu te poses la question parfois, si t'avais pas gagné cette saison 3, si t'avais pas participé même à Drag Race. Ouais. Ça a été difficile de pas participer à Drag Race quand même, parce que j'ai commencé le drag avec ce show, quoi. C'était pas encore en France, mais c'était peut-être la 3e saison de la franchise originale, enfin de la version américaine. Et donc c'était toujours un rêve. Et puis une fois qu'on s'est arrivé en France, bon, c'était un accomplissement déjà. Et donc, je pense que, vu que je m'y attendais pas à gagner, je pense que j'aurais été heureuse quand même. Peut-être que ça m'aurait... Je sais pas, peut-être que...
je suis assez simple en soi. Elle est compliquée, mais ouais, Philippe, il est un peu, ouais, il est simple. En fait, tant que j'ai des bons amis et tant que j'ai un bon noyau social, quoi, ça va. Ouais. T'avais l'habitude d'avoir des critiques acerbes, t'avais l'habitude d'avoir beaucoup de jugements, t'avais l'habitude d'avoir beaucoup de commentaires sur ton drag. Ouais, carrément. Déjà juste sur moi, quoi. Enfin, depuis la tendre enfance, qui était tendre grâce à mes parents, mais pas très tendre. La société. En fait, c'est ça que peut-être je reproche à mes parents, c'est qu'ils étaient trop cool, mais ils m'ont pas non plus protégé, ils m'ont pas prévenu que les autres allaient pas être cool forcément, parce que je pense qu'ils voulaient me protéger, et en même temps, il y avait un petit peu ce truc de mais pourquoi on m'avait pas, pourquoi c'est pas aussi safe que là à la maison, pourquoi dehors c'est aussi bon, c'est vraiment un faux problème là. Franchement, je me rends compte que les gens qui passent des enfances beaucoup plus difficiles que ça, quoi. Mais et puis c'est aussi un truc très slave, très croate. Je suis croate pour ceux qui savent pas, mais d'être très direct et très froid dans la manière de donner ses avis, quoi. Et ça peut parfois être un peu sans émotion, sans saveur, mais aussi sans importance. En fait, souvent on le dit aussi de cette manière. Je pense qu'on parle de cette manière-là parce pour un peu curieusement dédramatiser aussi certaines choses. Donc ouais, c'est cette nonchalance, je pense, dont elle parlait, Daphné Burki. C'est un peu ce truc. Concernant les commentaires, tu t'exprimais, t'as dit je me limite quand même quand je réponds aux commentaires. Ça veut dire quoi? Je me limite parce que je pourrais être ça, je pourrais être, tu vois, assez rentre-dedans, parce que j'estime que genre tu me donnes une énergie, je vais te la redonner. Il y a un truc, en fait, ça m'atteint tellement pas que en fait ça me coûte rien, mais toi apparemment ça te coûte tellement que t'es à l'initiative de cette énergie que tu me donnes. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu prends le temps, ok, d'accord, et en même temps je me retiens parce que j'ai pas le temps, je travaille. Je travaille dur pour que ces enfants puissent être amusés et kiffer leur soirée. Donc, mais pourtant, ça surprend toujours quand quelqu'un va t'attaquer et tu vas lui répondre de la même façon. Ça me surprend plus. C'est quoi? Ça me surprend la personne pas. va te dire, mais en fait, t'es agressif. Mais c'est marrant parce que l'effet miroir, parfois, il est que dans un sens. Bien sûr, ça les surprend. Ouais. Oui, ils sont assez bas. Comment ça? Pardon. Et je les vois se tortiller et je suis toujours. J'avoue que ça me fait un petit peu jouir, quoi. Je sais pas, c'est mon côté drag queen. On peut dire travelo. J'adore ce mot. Ah ouais, t'aimes le mot travelo? J'adore le mot travelo. Pourquoi t'aimes le mot travelo alors que la plupart des drags n'aiment pas justement être assimilés à des travelos? C'est parce que c'est des drags et pas des drag queens, tu vois. C'est pas des. Ouais. Ça, je déteste les drag queens qui disent drag d'ailleurs. Ça, c'est genre. Il y a un truc où. T'es pas une drag. Le drag, c'est l'action de faire, tu vois. Mais faut que tu m'expliques. Mais le mot est composé donc le terme est composé de deux mots. Donc il y a le drag, ce qui est la pratique, ce qui est et le mot queen, qui est aussi une insulte pour gay, quoi, en anglais. Ça vient de ça. Donc c'est un gay qui se transforme, qui se drague, qui se met en drague. Ok. Et donc t'es une drag queen, quoi. T'es pas une drague, quoi, parce que c'est un petit cours de français là qui le cru, mon Dieu. Mais oui, mais c'est intéressant en vrai. Et quelle est la différence entre drag queen pour toi et travelo? Pour moi, il y en a pas. Pour moi, c'est exactement le drag, c'est du travestissement mais voilà, la drag queen, c'est juste du travestissement féminin. Voilà, un drag king, ça va être tu vois, mais les deux font du travestissement. Sous-entendu, moi c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que je le perçois de par les différents discours de drag queen que j'ai pu recevoir. Drag queen, c'est vu comme de l'art. Travelo, c'est presque devenu une insulte. Ouais, mais on a une longue pratique dans la communauté de reprendre les termes péjoratif et de le reprendre comme la force. Donc j'aime bien aussi, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce mot, et j'aime bien le recentrer sur du travestissement. Mais après, chacun vit son drag comme il veut et chacun, enfin, tu vois, il y a tout le drag n'est pas tout le drag est valide, mais tout le drag n'est pas bon. Et est-ce que tu valides cette phrase, cette citation de Lady Gaga? Oui. Don't be a drag, just be a queen. Mais oui, mais tu vois, ouais, complet. Parce que alors, il y a to drag, to be a drag, tu sais, c'est être quelqu'un qui radote, qui est tout le temps, tu sais, qui voit les choses de manière négative, tu vois. Ils ont tellement peu de mots en anglais, du coup, ils en ont un pour plein de trucs. Mais ouais, et ouais, complètement, ouais, sois une reine, en fait. Pourquoi voir la vie
pourquoi pas la voir plus rose, tu vois, on se sent tout de suite mieux. Bien non sûr. Pourquoi, En tout cas, toi, ton nom, c'est là. Philippe, tu l'as inscrit sur la liste française et même internationale des gagnantes de cette franchise incroyable qu'est Drag Race. Et tu as des prédécesseuses. En saison 1, la première gagnante de la version française, c'était et elle restera Paloma. Qu'est-ce que tu penses de son drag? Et est-ce que tu penses que tu aurais pu gagner face à Paloma? Je sais pas, j'aurais aimé dire oui, maintenant il faut que je dise oui, tu vois. Oui. Tu vois, parce que c'est Niki qui a choisi, donc tu vois, je vais pas la contredire quand même. Mais non, Paloma, énorme actrice, énorme talent, juste, enfin, elle fait dépasser, elle ouvre des portes aussi à sa manière dans la culture française pour le drag, que ce soit dans le théâtre, dans les films, dans les séries. Et ça fait un moment qu'on se connaît. Elle a eu l'audace de me caster dans son premier court-métrage, qui s'appelait Paloma d'ailleurs aussi, je pense. Hein. Et je sais même plus parce que je buvais beaucoup à l'époque. Oui, ça on en parlera aussi. Et ouais, je sais pas quoi. Et là, on se voit plus beaucoup parce qu'on bosse du coup beaucoup, toutes les deux, mais tant mieux. Alors, je pense qu'on se retrouvera. On a toujours des petits moments. On s'est croisés à Cannes une fois. Mais je nous vois bien, tu sais, à 80 balais, rouspéter encore l'une sur l'autre, mais tout, avec amour, tu sais. C'est toujours, on a une très belle danse toutes les deux de compliments et d'insultes l'une envers l'autre. On adore se chamailler. T'as déjà été confronté à des menaces de mort comme elle? Je pense, mais je te dis, genre, je lis pas trop mes DM. Il y en a eu. Alors, tu sais, quand est-ce qu'il y en a eu ça? Je pense qu'il y a longtemps, j'avais fait un truc pour Fresh, où j'avais mis un mec hétéro en drague, et là, les gens, enfin vraiment, il n'y avait pas Drag Race en France. Je pense que Drag Race US, c'était même pas sur Netflix. Donc les gens, elles étaient vraiment un peu, attends, elles sont sorties de chez Michou, là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était leur prison, normalement, faut pas les laisser sur les intranets. Et tout le monde pensait que j'étais trans, en fait. C'était ça, les gens, ils confondaient, en fait, la transidentité et le drag. Et donc, c'est en mode, mais c'est pas une vraie femme, ça ressemble pas à ça, une femme. Et tant, mais oui, c'est ça le délire, tu vois. Et donc, je pense, je sais pas, certaines personnes, comme on disait tout à l'heure, en fait, ils partent de 0 à 110, alors que ça les affecte pas, quoi. Et moi, j'ai la chance que ça m'affecte pas, que j'ai un je sais pas, un mental d'acier sur ça, quoi. Vraiment, ça me... les gens dans mon passé ont tellement bien taffé, je pense, que là, ça m'atteint pas du tout. Et j'adore la mort aussi, ça c'est un truc slave aussi, tu vois. Il y a un truc où j'aime bien qu'il y ait une fin, tu vois, cette vie. J'adore ma vie, c'est super bien, mais j'aime bien qu'il y ait... T'as envie, toi, de vivre genre jusqu'à 130 ans? Ah, moi j'ai peur de la mort, Philippe. Ouais. Ah ouais, j'ai vraiment peur de la mort. Mais est-ce que tu trouves pas que moi j'ai plus peur de me voir dépérir, de plus pouvoir rien faire, de plus voir, plus entendre, plus... C'est ça, c'est cette partie-là de la mort que j'aime pas, tu vois. Ah bah, et c'est pareil, c'est une peur de la mort aussi, hein, mais c'est juste que du coup je préfère mourir à mon... Ouais, je sais pas, 70 ans, c'est bien, non? 75, 78? Un peu plus quand même. 80? Allez, 90, 95 en bonne santé. Ouais, et parce en vrai, la médecine évolue et tout, donc on aura peut-être... Ouais, moi, vrai. j'ai une tante qui a vécu jusqu'à 99 ans, elle buvait son schnapps de vodka tous les soirs. Parfait! Et elle était très bien. Ok, cool, ça me rassure ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais, cool. En saison 2, c'était Keyona. Qui a gagné, qui est et qui restera cette queen de la saison 2. Est-ce que tu penses que tu aurais pu gagner face à Keyona? Ou non, Keyona, non. Ça, je peux dire certainement. Keyona, non, parce qu'elle est hilarante. Pareil, je la connais depuis les débuts. Et elle est incroyable. Enfin, c'est juste un charisme, une beauté, un talent de danseuse, de lip-synceuse. Un caractère. Et surtout, un caractère. Et surtout, c'était déjà, avant Drag Race, une reine un peu incontestée de la ballroom parisienne. Donc, j'avais pas trop envie d'avoir la ballroom sur mon dos, tu vois. Genre, c'était... Si j'avais gagné face à elle, ça aurait été un peu... Ouais. Elle a participé à Danse avec les stars. Par la suite, tu avais suivi son altercation avec Chris Marquez, qui lui avait mis un 7. Elle n'était pas contente parce qu'il lui avait pas mis un 9 comme les autres. Non. Oh là ça t'étonne? Là, ça m'étonne pas du tout, ouais. Ouais, mais c'est ça la ballroom. C'est genre, c'est très... T'es déjà allé à Mais non, je connais pas. C'est quoi la ballroom? La ballroom, c'est la communauté du voguing et c'est les scènes principales des vogueurs, donc des danseurs qui pratiquent le voguing, quoi, qui prend ses origines dans le New York des années 90, principalement dans la communauté latino et noire. Et c'était leur manière à eux à cette communauté LGBT qui était encore plus marginalisée de par leur couleur de peau.
de vivre la fête ensemble et la beauté et la présence, quoi. C'était une manière de se réapproprier sa vie. Voilà. Donc, et ça existe aussi à Paris. Il y a un fabuleux documentaire que vous devriez tous voir, s'appelle Paris is Burning, qui se passe pas à Paris, mais ça en dit long un peu sur la volonté d'être à Paris et de l'importance aussi de la ballroom à Paris. Voilà. Mais c'est une trop belle communauté. Et les nanas, enfin, vraiment, c'est un show, même si on s'y connaît pas, c'est un show assuré, quoi. Et des émotions fortes assurées, quoi. Ouais. Mami Wata, elle a remporté la version All-Star de Drag Race. T'aimerais participer à une version All-Star? C'est dans les tiroirs, c'est dans les projets? Il y a, alors les gagnantes, on peut pas techniquement, mais ils ont fait une fois une version All Winners, donc toutes gagnantes, avec que des gagnantes. Et ouais, j'aimerais trop, carrément refaire le truc. Ouais, parce que maintenant, tu sais, en plus, on connaît maintenant ça fait moins peur, quoi. Je pense que ce serait moins stressant, mais tout aussi excitant, ouais. Tout aussi excitant de présenter d'autres choses. C'est quoi, Philippe, les avantages après une victoire quand on gagne Drag Race? Miss France, par exemple, elle gagne un logement parisien haussmannien, des parures de bijoux et une drague. Qu'est-ce qu'elle gagne? Moi, j'ai gagné plein de choses. Une drag queen, pardon. Ouais, t'inquiète. Mais toi, tu peux, t'es pas drag queen, tu vois. Mais les drag queens qui disent drag, je suis un peu déçu de ça. Moi, c'était censé. Anyway, moi, j'ai ouvert mon agence, ma propre agence de talent avec et d'ailleurs, on a Keyona et Mami Wata dedans. Donc, on est, tu vois, j'ai pioché les reines direct. Donc, on est entre nous comme ça. Et bientôt Paloma, je sais pas, peut-être Palo, si tu veux, appelle-moi, t'as mon numéro. Mais plein d'opportunités en vrai, les opportunités de boulot. Ça fait 14 ans que je fais du drag, donc j'ai beaucoup traîné dans des soirées appart et parisiennes, cannoises, même au Havre. et donc je connaissais beaucoup de gens et je connais encore beaucoup de gens parce que bon, certains sont morts, mais ils voulaient me booker à l'époque, mais j'avais pas un nom, j'avais pas un poids. Et des gens qui travaillaient chez Dior, qui travaillaient chez, enfin tu vois. Et enfin même des banquiers, tu vois, genre pour leur soirée d'entreprise ou quoi, mais ils avaient pas, enfin juste ils voulaient bien, mais ils pouvaient pas justifier ça auprès de leurs supérieurs. Et c'est ça qui était assez marrant de voir. Et honnêtement, ça m'a énormément touché que ces gens-là m'ont pas oublié et que en plus ils ont agi sur leurs promesses un peu, tu vois, d'avant et que là ils m'ont ouvert les portes après la victoire. Donc ça c'est très important. C'est un conseil pour les meufs aussi qui veulent faire Drag Race ou n'importe quelle télé-réalité, mais d'avoir un projet et de peut-être venir préparer, de pas se jeter tout de suite juste parce que dans une télé-réalité parce qu'il y a une compétition parce que c'est à la télé, mais de se créer un réseau, de rencontrer des gens, de kiffer aussi parce qu'une fois quand ça devient un boulot, bah forcément une partie du fun se perd. Et donc ouais, je pense que c'est hyper important de s'amuser d'abord dans peu importe ce qu'on fait, quoi, mais ouais, je pense que c'est plus smart. Est-ce que tu vas jouer un rôle dans la prochaine saison de Drag Race? Et qu'est-ce que tu aimerais y voir dans la saison 4? Si t'avais les commandes de la machine, si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour cette saison 4? Ou moi, tu sais ce que je leur ferais faire? Genre, par exemple, pour un mini-challenge, par exemple, de timer, de faire leur valise en moins de 10 minutes, tu vois, ou 5 minutes, ou des trucs comme ça, tu vois. Un peu des challenges qui sont plus proche de la réalité, tu vois, des drag queens, où je sais pas, se maquiller dans le noir, tu vois, se maquiller avec parfois, on est pas mal de drag queens à avoir fait ça. On n'a plus de poudre libre, par exemple, et on prenait la farine, ou le talc. Ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Pas très longtemps, hein, parce que vers 4h du mat, tu commences à ressembler à un gâteau breton, quoi, mais petit sablé, là. Mais bon, ça marche la première heure, quoi. Mais de toute façon, les gens sont bourrés à 4h du matin, donc ils voient que du feu. Tu n'aurais pas mis de responsable ou d'ancien responsable politique dans la saison 4 de Drag Race? Parce que pardon, je voyais pas de... Dans une de tes vidéos sur ta chaîne YouTube, t'as mêlé politique et drag. Ça serait dingue, ça. En vrai, je t'ai entendu dire Nicolas Sarkozy, il irait loin dans Drag Race. Pécresse. Attends, Pécresse, punchline sur punchline. Ouais. Quand elle part, tu sais, Pécresse, elle te fait une phrase, elle te dit et voilà, et le tramway, bah c'est comme ça. Et elle se casse. Et comme toutes les drag queens de Drag Race, elle est personnellement déjà endettée de 4 millions d'euros. Tu te souviens de ça quand même? Ouais, on est tout un peu endettés à la fin du tournage, c'est choquant, ouais. Rachida Dati, tu dis aussi, j'aimerais beaucoup la voir dans Drag Race. Purée. Ouais, ça serait ouf, ça, dans la workroom, en train de se chamailler avec tout le monde. Enfin, elle laisserait pas passer les gens, quoi. Elle laisserait pas, enfin, ça serait la couronne ou rien, quoi. Pour elle. Jean-Luc Mélenchon, il pourrait avoir un rôle dans Drag Race? Franchement, oui, il est très bon orateur quand même. Il est hyper, ouais.
il est hyper bon orateur. Donc oui, juste le look. Bon, tiens, je sais pas s'il durerait longtemps. Faudrait voir un truc. En même temps, je sais pas, tu vois, est-ce que on a besoin d'une reine moche, je trouve, non? On a besoin je veux dire, une gagnante. Une gagnante moche? Ça serait bien, non? C'est quoi une gagnante moche? Mais genre qui est pas très, qui me ressemble pas, quoi. Non, mais je sais pas, tu vois, je sais pas, ou une gagnante qui est, qui a un nez bien français, bien prononcé, tu sais, peut-être une grosse mouche sur la tête, je sais pas, tu vois, genre, je suis caricatural, mais genre, ouais. Une gagnante qui a pas, par exemple, des looks soignés aussi, tu vois. En parlant de politique, j'aimerais te montrer un extrait d'une de tes vidéos dans laquelle tu parles du camp RN, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Oui. Regarde, ça se passe là. En fait, on est les pires. Mais quand tu regardes, genre Marine Le Pen, par exemple, elle est lesbienne. Elle habite avec sa meilleure pote, en coloc. Et genre, ils ont 3 ou 4 chats dans un château. Ouais, c'est pas le truc le plus lesbien que j'ai jamais entendu. Genre, like, come on. You know? Mais elle a vraiment une tête de lesbienne. Bardella, pareil, gros. Il faut que tu m'expliques. Ouais, pour moi, c'est hyper. Comment dire? Les pires homophobes que j'ai rencontrés dans ma vie. Et facho, je suis tombé sur pas mal de fachos en Croatie parce que on est un pays quand même un peu d'extrême droite. On a une population assez intense là-dessus. Quelque part, moi, je sens. Je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais tu sais, les gens qui pensent que c'est un choix, l'homosexualité, c'est parce que pour eux, c'est un choix. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, c'était une évidence, quoi. Je veux dire, genre, peut-être que tu t'es posé la question. C'était pas un choix. Mais je veux dire, la question ne se posait même pas. Tu vois, genre, peut-être que. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui disent que c'est un choix, c'est parce que pour eux, ils sont probablement gays, tu vois. Ou alors bi, mais il y a un truc de questionnement. Et donc, ils auraient quoi? Ils auraient choisi de vivre dans une orientation qui ne les attire pas? Ben oui. Ils ont choisi l'hétérosexualité ou ce qu'ils sont en train de performer devant nous, tu vois, genre. Et donc, il y a ce truc de. Je pense que c'est plutôt quand ils nous posent cette question, ou quand ils nous disent, mais comment t'as su, tu sais, que t'étais gay, ou c'est parce que eux, ils se posent la question. Il faut retourner le truc, tu vois ce que je veux dire? Mais alors, pourquoi Marine Le Pen, elle serait lesbienne? Lesbienne parce que, en coloc. Et parce que les chats, quoi, ouais, parce que beaucoup de chats, les lesbiennes, c'est un red flag? Ouais, c'est pas un red flag, mais c'est un cliché. Mais comment, ouais, la voix, la posture. Je connais des gens qui sont retrouvés inexplicablement dans des contextes de bar, tu sais, avec elle. Apparemment, elle est très drôle au bar, même si c'est pas pour ça qu'il faut voter pour elle. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Et donc, ouais, si elle est accoudée au bar, avec la présence qu'elle a, le choix de sac aussi et de chaussures. Mais après, il y a des femmes qui ont des énergies masculines plus fortes mais que tu vois, voilà, Christine Lagarde, par exemple, tu vois, genre, ok, coupe courte, voilà, beaucoup de femmes dans la politique, Rachida Dati, mais il y a une féminine. Tu vois ce que je dis? Il y a un truc. Je sais, je généralise et je suis atroce, je vais me faire cancel, mais. Bah ouais, parce qu'une femme peut être féminine et lesbienne. Bien sûr. Mais là, j'aimerais trop, tu vois. Et il y a en plus les idées, évidemment. Il y a les idées, il y a comme si, quand on n'a pas envie de partager quelque chose, je pense qu'on se crée un château d'illusions, tu vois. Parce ils se plaisent à dire justement qu'au Rassemblement National, il y a énormément de gays. Mais oui. Le porte-parole, non, il est pas gay, lui. Oui. Qui zozote, là. Sébastien Chenu. Ouais. Mais il zozote pas. Il zozote pas? Non, ça c'est c'est l'autre. Jean-Michel Tanguy. Ouais. Oh là là, t'es à claque. Ouais, non, il y en a quand même beaucoup. Et moi, franchement, j'ai eu pas mal de garçons en Croatie, en collège, qui étaient, enfin, soit dans mon collège ou lycée, qui Jean-Philippe, qui me martyrisait et qui, des années après, quand je t'appelais, est-ce que je peux venir avec mon ami Et en fait, je cramais que l'ami, c'était en fait leur mec, tu vois. Genre, et donc, pour moi, c'est très symptomatique, en fait. L'homophobie exacerbée comme ça, la haine exacerbée des autres et de la différence, pour moi, est le premier signe, tu vois, qui me dit genre, toi, t'as des trucs à régler avec toi-même, tu vois, parce que sinon, tu serais pas. Pourquoi moi, je suis pas embêté, tu vois, par les autres? Qu'est-ce qui te fait te dire que Jordan Bardella, il aurait des choses à régler avec lui-même? Pourquoi tu dis que Bardella, selon toi, bien sûr, il serait gay? Mais en fait, c'est pas tellement sur la sexualité, c'était une manière de dire, c'était une parabole, si tu veux, genre, c'était une blague. Et je pense que le fond de mon propos, c'était juste de dire, faut peut-être se tourner vers soi-même, tu vois, avant de aller dans des politiques de
oppressives, avant d'avoir des politiques et des avis aussi oppressives et oppressantes, aussi haineuses, il faut d'abord se regarder soi-même et se dire qu'est-ce qui va pas chez moi, tu vois, genre qu'est-ce que j'accepte pas chez moi, ou alors qu'est-ce que je cherche, tu vois. Mais c'est des gens qui le font pas, parce que je pense même pas qu'ils croient fondamentalement en ce qu'ils disent, tu vois. Genre c'est des prises de position. Enfin, c'est très facile, la haine. C'est très facile de dire c'est pas nous, c'est eux qui vous emmerdent, tu vois. C'est beaucoup plus noble et difficile d'être dans la bonté, dans le geste. D'ailleurs, c'est des valeurs chrétiennes, c'est des valeurs très chrétiennes, d'aider celui qui est dans le besoin, d'aider l'étranger, d'accueillir l'étranger chez soi. Et pourtant, de ces gens qui ont apparemment beaucoup de valeurs chrétiennes, j'entends jamais ça. J'entends que du non, t'es pas le bienvenu, tu es différent, tu es trop. Et donc, je me pose des questions, forcément, Qu'est-ce que tu caches, tu vois? C'est quoi ce drag? Tu vois? C'est quoi cet apparat? Ça existe, les drag queens Rassemblement National, ou alors pour être une bonne drag queen, il faut être forcément de gauche? Malheureusement, il y en a. Les drag queens, c'est des personnes aussi, et j'en ai rencontré, en tout cas, je sais pas pour qui elles votent, mais j'ai déjà entendu des choses dans des backstage, ouais. Déjà entendu des choses pas mal, ouais. Qu'est-ce que t'as entendu? On était avec ma copine Ryo Kido, que j'embrasse beaucoup. On était c'était il y a des années, on travaillait au Badaboom. Et une des donc Ryo qui est d'origine arabe. Et il y a eu, je sais plus, peut-être que Ryo, tu diras dans les commentaires c'était quoi précisément, mais la drag queen en face, qui est une drag queen beaucoup plus âgée, ce qui peut-être peut expliquer, mais ça, je pardonne pas, mais je peux comprendre. Elle nous a sorti cette phrase de ces Arabes, ces chauffeurs, parce que je sais plus quel était le problème, si c'était un chauffeur ou si c'était quelqu'un où elle est allée chercher un kebab, ou je sais pas, enfin tu vois, il y avait quelque chose par rapport au service, mais elle a quand même dit cette phrase ces Arabes là, donc c'est pas quand même très stigmatisant. Très stigmatisant, face à une drag queen qui était arabe en plus, donc il y a un peu un truc genre de pas capter. Peut-être que, tu vois, même pas juste par politesse, peut-être dis-le toi dans ta tête, tu vois, genre, parce que j'ai appris qu'en fait, parfois on peut même pas convaincre les gens comme ça, tu vois, genre qui se corrigent pas, ou qui se vaut mieux parfois rien dire, tu vois, genre, ou sortir et ne pas leur parler. Enfin, il y a un truc de, tu vois, tu peux pas éduquer constamment les gens. Ah non, c'est pas possible. Ouais. Le Philippe, selon ta fiche Wikipédia, il est écrit que tu ne considères pas le drag comme du militantisme. Ah non. Vrai ou faux? Si, mais il y a vrai. Qu'est-ce qui est vrai ou faux? que tu l'aies dit. Ah oui, non. Je me considère pas comme forcément militante, parce que je trouve que c'est un job à part entière. En fait, j'ai beaucoup trop de respect pour les militants pour moi me dire militante. Après, si les gens voient des choses dans mes textes, dans mes performances de militants, c'est tout en leur honneur et trop bien, et je suis flatté. Mais non, et en fait, il y a un truc un peu peut-être, la seule chose un peu que je reproche, pas forcément à Drag Race, mais un peu à la popularisation du drag, c'est qu'il y a une injonction en fait à être de facto en fait, ok, tu te mets en drag, tu mets une perruque, tu mets une paire de talons, tu fais un lip sync, que c'est de facto militant. En fait, dans un autre monde, peut-être, et encore, bon, aujourd'hui, le monde se fachoise, mais c'est vrai que ça peut être vu comme je peux comprendre comment ça peut être vu comme un acte politique et militant pour un homme de se travestir en femme, et pour une femme à l'inverse. Mais est-ce que, tu vois ce que je veux dire, le poids, c'est deux poids différents quand même. Genre, oui, effectivement, c'est un statement, ça dit quelque chose. Mais en vrai, qu'est-ce que tu as fait pour la commu, tu vois? Genre, qu'est-ce que tu as fait réellement? Parce que j'en connais des drag queens qui font, par exemple, elles récoltent de l'argent, elles font pour les associations qui combattent, qui lèvent des fonds pour les recherches pour le sida, pour la jeunesse la jeunesse LGBTQIA+, qui est dans la rue. Voilà, qui sont activement impliqués, quoi, qui vont dans la rue, qui organisent des events, qui se payent pas pour justement déverser. Enfin voilà, ça c'est des choses à des actes militants. Mais je pense qu'il y a une nuance, quoi. C'était plus ça.
Et ton personnage, pourtant, tu le décris comme une femme de droite. Oui, je pense, visuellement, ouais. Je pense que c'est... D'apparence rangée, chic, glamour, mais qui est en réalité en proie à l'alcoolisme et aux déboires sentimentaux. Oui. J'aime beaucoup la description. Ouais, il y a un peu... En fait, j'aime bien l'idée d'une femme de droite qui se retrouve dans une soirée gay, tu sais, qui peut-être est un peu... ou une femme... Moi, j'adore les... c'est pas, j'allais dire j'adore la condition de la femme dans les années 60, mais non. J'aime, comment dire, j'aime qu'elles ont survécu ça. J'aime que les femmes sont, enfin, à une époque, et encore aujourd'hui, mais surtout à une époque, avaient tellement, tout allait contre elles, et enfin, pas le droit au compte bancaire, pas le droit au vote, des maris souvent agressifs et, enfin, pareil, encore une fois, je sais qu'il y a un juste milieu, mais en tout cas, c'est ces femmes-là que je voulais pas forcément représenter, mais j'aimais bien que, par exemple, je pense à ma grand-mère qui a vécu ces années-là. Son mari ne l'a jamais vue pas coiffée, pas maquillée. Donc là, elle se levait 30 minutes avant, se enlevait les bigoudis, se remettait au lit, maquillée. Et pour mon grand-père, c'était normal. C'était normal. Il n'a jamais vu sa femme. Et elle était heureuse, mais elle avait, enfin, de toute façon, qui est à 100% heureux, mais je sais qu'elle avait des souffrances et des griefs, mais elle était toujours rangée. Et ça, comment ça s'appelle, ces contradictions-là, c'est ce qui m'anime dans mon drag. J'aime bien ça, le fait de paraître totalement rangé et apprêté, léché, et en même temps, à l'intérieur, on s'écroule, quoi. Et cette force-là de tenir ça m'impressionne, ouais. C'est incroyable, cette construction de personnage. Mais remarque, ça me fait un peu penser au brushing de Ursula von der Leyen. Oui, un peu de ça, bien sûr, oui. J'allais plus Bernadette Chirac, moi. J'aime Bernadette, ouais. Ils l'ont raté un peu, mais ils lui ont raté la couleur un peu. Tu sais, quand les vieilles font un peu trop blondes et sortent lavande un peu. Oui, ça c'est parce que t'as fait ton shampoing violet. Voilà. Voilà. Un peu ça. Et est-ce qu'il y a de toi dans ce personnage quand tu parles d'alcoolisme? Oui, parce que c'était très présent dans mon enfance. Mon père était alcoolique. Elle est toujours, de toute façon, c'est à vie, ce genre de... Je sais pas si je le suis, moi. C'est quoi l'alcoolisme? Je te dirais c'est une dépendance. C'est une dépendance, c'est une maladie. T'en souffres et fait souffrir les autres aussi. C'est ça qui est curieux dans cette maladie, c'est que, non pas que les gens souffrent pas quand un de leurs proches meurt d'un cancer, mais en fait, on peut pas trop t'aider, tu vois. Tu peux t'aider que toi-même. Il peut y avoir qu'une prise je pense, à quelque chose qui vient de toi. Et évidemment, les gens peuvent t'accompagner et te trouver des solutions. Mais je pense ça ravage, ça peut très vite. C'est un terrain très glissant qui ravage tout autour de toi, le taf, les amis, la famille. Et mon père, typiquement, c'était ça, quoi. Il a perdu son job à cause de ça. Il a perdu sa deuxième femme, donc ma mère, à cause de ça. Et même nous, aujourd'hui, on a une relation très... et ça, pour le coup, je lui en veux pas, mais justement, on a une relation on n'est pas les plus proches. Du moins, on n'a pas une relation où on s'appelle tous les jours, où on peut avoir 6 mois, 1 an entre chaque appel. Mais quand on s'appelle, on passe un bon moment et on rigole, on a un humour assez proche. Et j'aime bien qu'il ne m'en veut pas pour ça aussi. J'aime bien qu'il me laisse un temps de respiration, pas parce qu'il ne le mérite pas, mais juste parce il n'y a pas bossé. Il était dans un brouillard. Moi aussi, je lui en veux pas parce que je sais qu'il était malade et qu'il avait un vrai souci, mais du coup, on est dans un truc de respect, ouais, et de tendresse quand même. Et où a commencé l'alcoolisme pour toi? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce qu'il y a un moment où on franchit une certaine limite? Moi, mon rapport avec l'alcool. C'est quoi la différence entre l'alcool festif, boire un verre le soir chez soi et devenir alcoolique? Moi, c'était vraiment... Alors, moi, je me suis rendu compte que j'avais un problème. Je ne sais pas si c'était un problème forcément avec l'alcool, c'est un problème avec le tout, avec la consommation de la fête et de substances illicites. Et si tu veux, à un moment, alors j'adorais toujours boire, hein, depuis tout petit, comme ça. Non, mais j'ai commencé, par exemple, à sortir dans des parcs très jeunes, rejoindre mes petits potes punk.
Et en Croatie, on n'a pas trop, on fait jamais de boom. Les parents sont toujours chez eux, ils n'ont pas de thunes pour aller. Ils sont très sédentaires. Il y a pas de. Donc on buvait dans les parcs. Et je sais pas, il y avait un truc de. C'est toujours social, je pense. Hein, souvent social. Et moi, je pense que ça m'a donné une confiance en soi. Ça m'a donné un peu. Ça m'a délié la parole. Je me trouvais. J'étais quand même. Il y a deux parts en moi. Il y a le côté très timide et puis très extraverti aussi. Mais ce côté extraverti, je ne le connaissais que à travers les prismes de l'alcool. Et j'avais... ou alors si, un peu en théâtre, parce que ma mère m'a toujours fait faire des activités extrascolaires, mais je jouais un personnage, donc c'était pas moi. Alors que l'alcool, là, ça faisait ressortir des choses en moi qui étaient toujours là, quoi, et qui étaient moi. Sauf qu'avec le temps, évidemment, et avec les années, et l'évolution personnelle, quoi, ça fait ressortir des choses, des monstres aussi. C'est pas toujours très joli, quoi. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand j'ai réalisé que je prenais systématiquement des substances illicites, des amphétamines principalement, pour pouvoir boire plus, pour pouvoir durer plus longtemps dans le temps, parce que dès que l'alcool, à un moment, ça commence à t'endormir, quoi. Et j'avais pas envie que la fête se finisse, c'est ce que j'ai dit dans Drag Race, de toute façon, et j'avais vraiment ce sentiment de... Ok, là, on sort de boîte, il est 6h du matin, ok, on va chez qui maintenant pour continuer la fête, très bien. Mais même ça me suffisait pas, il fallait que je trouve un autre appart, et je me retrouvais à des 48, 72 heures sans dormir. Ouais, en drague, hein. En drague souvent, ouais. Et en plus, ce qui était cool avec le drag aussi, il y avait bien évidemment le côté t'es la star de l'after ou t'es la star de la soirée. Tout le monde t'invite, tout le monde t'invite, c'était beaucoup plus... Tout le monde t'offre tout aussi. Et tout le monde t'offre tout, j'allais en venir, ouais. Et ça, c'est aussi un truc où c'était tout bénef, quoi. Enfin, attends, je paye pas mes Uber. Je le voyais même pas passer sur mon compte bancaire, tu vois. À la limite, tu peux te poser la question à un moment... attends, là, je dépense quand même vachement sur... Mais là, j'avais même pas ça. Donc, t'es complètement déconnecté. J'avais aucun... Rien qui me faisait dire, peut-être t'abuses, quoi. Ou peut-être ça nuit. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, va falloir que je me calme parce que ça peut devenir dangereux? Ouais, je sais pas si c'est triste à dire, je trouve que c'est plutôt beau, mais c'est mes amis plutôt qui m'ont dit. C'est mes amis qui m'ont assis. Plusieurs fois, c'était pas qu'une fois, hein, c'était plusieurs fois où on t'assoit une première fois et puis genre juste, est-ce que ça va? Et puis non, tout va bien. Et puis oui, je vais faire un effort. Et vraiment, je peux pas les remercier assez parce que du coup, cette petite voix, elle te reste dans la... Ouais. En tout cas, elle m'est restée dans le cerveau. Et donc, à chaque fois, quand je remontais ou quand j'évitais, quand j'allais en after, j'avais ces petites voix. Tu vois, là, tu leur as dit que tu n'y es pas, tu vois, que tu vas pas le faire, que tu vas pas boire, que tu vas pas taper. Et donc, Dieu merci que j'ai, je sais pas, un sentiment de fierté, I guess, ou quoi, et ça commence à entacher, quoi. Ça m'a aussi poussé encore plus loin à un certain moment, donc ça, un truc comme un ado, quoi, un truc de rébellion, ouais, mais c'est bon, de toute façon, et aussi un truc de détresse, je pense, de détresse aussi, je pense, où bon, ok, je sais que j'ai menti à mes amis, je sais que je me mens à moi-même, allez, on va prendre tout ce qu'il faut là pour plus penser à ça, et on va se déconcentrer. Tiens, je vais regarder là-bas et pas du tout faire face à la situation. Est-ce qu'il a fallu que tu arrêtes complètement les artifices de la fête pour pouvoir t'en sortir? Ouais. Ou est-ce que quand tu as été alcoolique ou quand tu as été dans une addiction, tu peux continuer avec parcimonie? Et encore, je dis avec parcimonie, je devrais pas dire ça, parce que parcimonie, pas parcimonie, ça détruit la santé et tu peux en crever du jour au lendemain. C'est ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun là? Tu vois, par parcimonie, ça peut être une bouteille de vodka par semaine, mais ça reste une bouteille de vodka par semaine, tu vois. Ou alors, ouais, c'est. Pardon, c'était quoi la question de base? T'as dû arrêter net? J'ai dû arrêter net, ouais. J'ai dû arrêter net, mais il y avait bizarrement, j'avais pas de. Enfin, heureusement, j'avais pas de. C'était pas physique, je ne suis pas arrivé au point où j'avais pas de douleur. Pas de douleur, donc pas besoin d'être interné ni rien, mais que j'avais le FOMO. Que je me sentais Fear inutile. of missing out. Ouais. La peur de manquer un moment. La peur de... Ouais, les parano, par contre. Les parano et les espèces d'angoisse inutiles qui... je suis en train de... Enfin, qui revenaient. Et
Et ça, et ensuite, de retravailler, en fait. Ça, c'était le plus difficile, je trouve, de retravailler dans un contexte où, de boîte de nuit, quoi, de la fête, quoi, où tu sais constamment autour de toi. Et donc, comment c'est très, très difficile de dire non, quoi, de ne pas être tenté. Mais ce qui a marché le mieux pour moi, c'est de dire à tout le monde autour de moi, quoi, que ce soit aux gens avec qui je travaillais, donc entre les bookers, les patrons de boîte, les amis. Tu ne me poses plus de bouteilles. Voilà. Je ne veux plus de bouteilles offertes. Plus de bouteilles, ouais. Et et j'avais pas mal, les chewing-gums m'ont pas mal aidé, et sinon j'ai juste commencé à cloper encore plus, quoi. J'ai pas commencé, j'ai continué à cloper encore plus. Ouais. Je pense que je faisais cigarettes et électronique, cigarettes normales et cigarettes, je faisais les deux. Et alors je passe d'un sujet à un autre, mais c'est vrai, Philippe, que ta maman, elle pensait qu'au niveau de ton genre, tu allais devenir trans ou que tu étais transgenre? Oui, ouais. C'était trop. En vrai, c'est lunaire, d'y penser, parce qu'on était quand même, je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans quand même. Donc, c'était en 2004, I guess, 2003, 2004, j'avais 7-8 ans. Et donc, oui, en fait, j'étais tellement efféminé, je me travestissais, je prenais ses vêtements, je prenais son maquillage constamment. Et il y avait, et même à la puberté, je veux dire, il y avait un truc où aux 3 petits poils, je me rasais le visage entier. Enfin, et j'avais un profond dégoût de tout ce qui était masculin. Il y avait vraiment un truc, une aversion pour le bleu. Enfin, c'est très con, mais une aversion pour même, enfin, les odeurs corporelles, enfin, tout ce qui était, enfin, je n'aimais pas traîner avec les garçons, d'ailleurs, non plus. J'aimais pas, enfin, et ma mère, en tant que bonne mère, en vrai, s'est juste posé la question, peut-être on va voir quelqu'un, un psy ou comment vous dire, en 2004 en Croatie, je pense même en France, c'était difficile de transitionner, de trouver des gens qui savent, des professionnels qui savent en parler. Mais alors en Croatie, c'était impossible. Mais miraculeusement, j'avais quand même un psy plutôt OK. Il y avait des questions bizarres, des questions que tu comprends pas, mais quand t'es petit, mais donc tu sais pas trop quoi. Je me rappelle de pas savoir lui répondre à certaines questions mais je me rappelle aussi de sa présence d'esprit, ou I guess de pas. Sa place n'était pas de me guider, c'était juste de moi-même susciter des questions à l'intérieur de moi. Et de me les poser vraiment, et de pas être dans un flottement. Donc, à aucun moment, j'ai été poussé ou je me suis senti obligé de faire quoi que ce soit. C'était un processus assez plaisant, quoi. Et après, c'était à moi, je veux dire, de naviguer ça. Et je navigue encore aujourd'hui, honnêtement. Il y a un peu... C'est-à-dire que t'es pas encore sûr de la suite aujourd'hui? Non, je suis pas encore sûr, ouais. Il y a un truc de... la manière, en fait, je le vois souvent avec la manière dans les garçons, dans la communauté, dans les garçons gays se draguent, quoi. Il y a un peu la manière de parler sur les applis, la manière de la consommation du sexe. Il y a quelque chose où ça m'est... Alors, je conçois qu'il y a des gays qui sont pas affamés H24, quoi. Mais il y a un truc qui résonne différemment chez moi dans la... Et au-delà de ça, je sais que c'est en moi, quoi. Comment dire, je sais que c'est en moi, mais il y a un temps, je sais pas, il y a un temps, il y a des discussions encore à avoir, il y a des... c'est pas la peur qui m'empêche de le faire, c'est je pense que la vie va trop vite, là, et je regretterai pas de le faire plus tard, je pense, ou que ce soit plus tard dans 6 mois ou plus tard dans 20 ans, mais ouais, avec 100 ans, parce que je me trouve assez malléable dans ça. Il y a des parts de masculinité en moi que j'adore aussi, que j'ai, pour le coup, appris à aimer. Mais c'est ça, j'ai appris à les aimer. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que je suis pas sûr. Quelle part de masculinité t'as appris à aimer? À part vestimentaire et honnêtement, c'est même genre la manière de peut-être le fait de dire non. De savoir dire non, d'assumer. Je sais pas ce qu'on attribue vraiment à la masculinité, c'est un peu con ce que je dis, mais ouais, la manière de marcher dans la rue, d'être moins apeuré dans la rue, de pas, tu vois, de tenir le regard de quelqu'un, de pas fuir, enfin, tu vois.
Ah, c'est marrant parce que tu attribues ces caractéristiques aux hommes. Ouais, je suis très binaire, moi, comme ça. Ouais. Non, mais c'est intéressant, intéressant de rentrer dans ta tête, tu vois, dans ton cerveau. Et puis, il y a le spectacle. Il y a le spectacle. Et il y a la marque aussi, le Philippe. Il y a la marque, le Philippe. Tu es devenu une marque. Oui, apparemment, ouais. Ouais. Il y a... Ouais, on vous prépare quand je dis on, c'est Fifi et moi, et voilà, on est... parce que, voilà, encore un homme qui exploite une femme, hein, c'est le Philippe derrière Fifi. C'est ton agent, c'est ça? Ou ta collègue? Ouais. Et, non, ouais, je prépare un spectacle pour le 20 mai. On commence par Strasbourg, ensuite on va à Caen, on commence par la région. Et d'ailleurs, j'ai annoncé aujourd'hui, voilà, donc je suis trop content, je suis trop excité. Et j'en avais déjà fait un seul en scène entre les deux Covid. Mais on s'est fait reconfiner, donc j'ai fait qu'une date. Et je me rappelle que, à l'instar de celui-là, c'est pas que je l'aimais pas, mais j'ai vu ce que je voulais vraiment raconter, en fait, et quel était mon... et donc, je suis très fier de celui-là et très excité parce que j'ai envie de le faire. Et il est même... j'ai beaucoup de mal à retenir, j'avais une très mauvaise mémoire, probablement due à mon passé. Et là, il est déjà à l'intérieur de moi, quoi, le texte. Il y a un truc où c'était très facile d'apprendre, quoi. Alors il résonne déjà. Ouais. Et je prends un malin plaisir tu sais, quand j'ai une phrase, je suis en train de le faire et j'ai déjà la phrase d'avant et je suis en train de me marrer à l'intérieur de ce que je vais dire, tu vois. Donc il y a un truc. Et je vais chanter pour la première fois, va savoir. Ouais. Tu chantes? Je chante, ouais. Alors, j'ai toujours chantouillé un petit peu. Je faisais partie du premier cast de Madame Arthur, avec Romain Brault et toute la... Bon, elles sont plus chez Madame Arthur, par contre, ça faut pas que j'ai... Mais oui, je chantais chez Madame Arthur, il fut un temps, mais j'étais trop jeune. C'est un cabaret. Ouais, dans le cabaret Madame Arthur à Paris, qu'on vous invite à aller voir. Il y a plein de copines là-bas, très fortes, toutes très chanteuses. Très chanteuses. J'espère bien, ouais. Mais elles sont... Donc, je chantais au cabaret Madame Arthur, il fut un temps, et je faisais Ariel Dombal là-bas. Oui, ça te va bien. Tata Ariel, ouais. Mais j'étais j'avais pas de dextérité, j'avais pas sérieuse, quoi. Je venais pas au répète, où j'arrivais bourré, enfin bon, c'était l'ancien toi. Ouais, voilà. Et maintenant, je me suis dit, allez, et c'est que des parodies. Donc, vous allez vous marrer. Hein, c'est le but de moi qui chante, c'est pas que vous passiez un bon moment. Hein, je vais pas être marié à Carré ou à Mel Bent, mais je vais être Fifi et je vais vous faire marrer avec la chanson, quoi. Ouais. Merci. Ouais. Merci Fifi, merci Philippe. Et tu vas venir, viens, tu viendras. Avec plaisir. Ouais. À Paris, c'est à la Nouvelle Ève. Tu kiffes, t'aimes bien la Nouvelle Ève, tu sais, il y a un sol lumineux et tout ça. J'y suis jamais allé, mais alors j'ai une passion cabaret. Ah bah parfait. Bon, j'adore les cabarets, je les ai tous faits. À Paris. Fifi, je mets tes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus si on veut connaître les dates, justement, pour venir t'applaudir. Si on veut découvrir la marque Le Philippe, bref, carrément. Vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez et vous atterrissez sur les réseaux de Le Philippe. Carrément. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour continuer à papoter. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci Le Philippe. Merci, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.